commençons avec la partie macroéconomique et quelques grandes idées pour cadrer le scénario macro de 2022. Philippe Brossard est à nos côtés en plateau, chef économiste et directeur de l'investissement socialement responsable d'AG2R La Mondiale. Philippe, bonjour et bienvenue. Bonjour. Ravi de vous retrouver. On a une grosse dizaine de minutes pour esquisser effectivement quelques points clés du scénario macro 2022. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on réfléchit à la manière dont le cycle économique va se poursuivre l'an prochain, Philippe? Alors, il faut déjà avoir en tête que la rebond 2021 est absolument exceptionnel. D'ailleurs, je pense qu'il n'est pas encore pleinement intégré dans les estimations de la croissance 2021 de pas mal d'institutions. Ça a été le scénario d'un rebond en V. Vous savez, on avait spéculé en 2020 si ça serait un rebond en U, on resterait longtemps au fond du trou, un peu comme après la crise financière, voire en L, on remonterait jamais. Là, on a eu un rebond en V très très spectaculaire et il a 6 à 9 mois d'avance. En début d'année, on disait, oula, mais avant qu'on revienne au niveau d'activité de fin 2019, et ça sera sans doute mi-2022. En vérité, aux États-Unis, on a retrouvé le niveau du PIB de 2019 dès le mois de juin et en France dès le mois de septembre. La zone euro a tout petit peu décalé en retard derrière la France, mais on est pratiquement également pour l'ensemble de la zone euro au niveau de 2019 avec 6 mois d'avance. Tout au long de cette reprise historique, on a sous-estimé la vigueur de la reprise. Oui, on l'a sous-estimée aussi peut-être parce qu'elle s'est faite de façon assez différente d'un trimestre à l'autre et d'une zone géographique à l'autre. Mais globalement, ça a été très bon finalement pour le PIB mondial. La Chine a rebondi très très vite dès l'année dernière. Ensuite, elle s'est un petit peu, elle a ralenti sur le premier semestre de 2021. Et puis les États-Unis ont pris le relais. Et puis l'Europe, les États-Unis, la Chine, à nouveau un peu ralenti au troisième trimestre. Mais là, l'Europe a accéléré. Donc, l'un dans l'autre, la croissance mondiale a eu des relais trimestre après trimestre sur une partie ou l'autre du monde. Mais globalement, c'est une reprise très impressionnante qui a surpris tout le monde, et y compris les producteurs. D'où ce qu'on entend aujourd'hui, il y a des pénuries un petit peu partout. Ouais. Oui. Je le rappelle à chaque fois, parce que l'appareil productif mondial n'a jamais été autant sollicité et tourne au taquet, pour dire les choses, Philippe. Oui, en partie parce que dans pas mal de secteurs, à commencer par l'énergie, les producteurs ont sous-estimé ce rebond de la demande et ont sous-investi. Les producteurs eux-mêmes aussi ont sous-commandé, on en a parlé pour les semi-conducteurs, c'est un des sujets. Ils n'ont pas vu la reprise de la demande et il faut commander longtemps à l'avance pour réserver son slot dans le processus de production mondiale. Ils ne l'ont pas fait, pas suffisamment, d'où les pénuries actuelles. Bon. Partant de ces enseignements, effectivement, de cette reprise historique qui aura marqué l'année 2021, comment est-ce que le cycle peut se prolonger désormais? Alors, avec l'effet d'acquis de la fin du deuxième semestre 2021, qui va être très bon, on n'a pas encore les chiffres pour le quatrième trimestre, mais tout indique qu'il est très bon, notamment aux États-Unis. Ça fait une moyenne annuelle 2022 qui va être encore très confortable, même si dans le courant de 2022, on va sans doute peu à peu revenir à la tendance, qui est d'une croissance de l'ordre de 2,5 aux États-Unis, 1,5, peut-être un peu plus en zone euro. Ça, c'est la tendance. Mais en moyenne annuelle, la moyenne annuelle 2022 va rester très bonne. Ouais. Et ça va se voir aussi sur le résultat des entreprises, qui va continuer à être un peu au-dessus du potentiel de progression des résultats. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de cette phase de normalisation, de modération telle qu'on l'anticipe. C'est-à-dire que il y a quand même... Elle est logique. Alors, des fois, je me dis, ça dépend, on regarde certains chiffres. Par exemple, aux États-Unis, je me dis que la croissance du consensus peut être un petit peu surestimée. Mais bon, on verra. Et comme le quatrième trimestre s'annonce très très bon, peut-être finalement le consensus aura raison. Non, on va normaliser la croissance, mais aussi on va normaliser l'inflation. Donc je pense qu'on va... 2022 sera sans doute encore un peu difficile à lire, et en matière de croissance et en matière d'inflation. Mais regardons plutôt 2023. On va revenir vers une inflation de l'ordre de 2, 2,5 aux États-Unis, de l'ordre de 2 en Europe. Ça, c'est plutôt bonne nouvelle. On était presque au bord de la déflation. Mais bien sûr. Avant la crise. C'était 1% d'inflation cœur sur le cycle précédent. On sera peut-être... Là, on va plutôt revenir vers 2. Oui, c'est ça.
peut-être qu'au-delà de l'aspect conjoncturel de ce rebond de l'inflation, il y a quelques aspects structurels qui vont faire une inflation un peu soutenue. Nous sortons de cet risque, de cette trappe possible de la déflation à la japonaise. Vous dites qu'il ne faut pas avoir peur parce qu'on parle beaucoup de l'inflation, et c'est très bien parce qu'on n'a pas oublié la croissance. Le couple croissance-inflation va être favorable l'an prochain. Oui, alors... D'abord, je ne crois pas trop à la déflation, à ce qu'on appelle la stagflation, c'est-à-dire c'est ce cauchemar où on a à la fois de l'inflation mais pas de croissance. Le pire des deux mondes. Voilà, je n'y crois pas trop. On reste quand même dans un monde qui est assez synchronisé. Il y a plus d'inflation parce qu'il y a eu plus de croissance. Ça reste dans cette logique-là, et donc ça reste quand même gérable par les autorités monétaires ou les autorités budgétaires. On va revenir peu à peu à la normale dans le courant de 2022. D'ailleurs, une des surprises un peu faciales, mais pendant le deuxième semestre de l'année prochaine, la surprise sur l'inflation sera sans doute inverse. Ah oui. Parce que les prix de l'énergie vont sans doute se stabiliser, voire même baisser un peu, je pense. Et donc, l'impact des prix de l'énergie, qui explique en gros la moitié de la bulle inflationniste actuelle, va au contraire faire passer l'inflation totale en dessous de l'inflation sous-jacente. Inflation sous-jacente à 2, mais inflation totale pendant une partie de la fin de l'année prochaine, qui sera sans doute vers 1%. Donc voilà, on va voir des effets miroirs à nouveau. Des effets miroirs avec les excès de la fin de cette année. S'il faut intégrer l'idée d'une résurgence épidémique, c'est un peu le sujet de cette fin d'année, avec un scénario peut-être un peu sévère. Dans quelle mesure, là, ces projections, ces perspectives peuvent être fragilisées? Alors bon, difficile à dire quelle serait la sévérité de ce nouveau variant. Et pour l'instant, on n'a pas d'alerte rouge sur le sujet, même si certains pays ont commencé à refermer un peu les voyages internationaux. Quoi qu'il en soit, je crois que, ne serait-ce qu'au niveau macroéconomique, on a des amortisseurs. L'amortisseur majeur, c'est un excédent d'épargne qui était déjà significatif au plan mondial avant la crise, mais là qui est devenu énorme. Quand on regarde l'évolution du taux d'épargne ces derniers trimestres aux États-Unis, les Américains, en 18 mois, ont accumulé pratiquement l'équivalent de 2 ans de surépargne. Donc certes, il y aura sans doute des imprévus, des vents contraires en 2022, ne serait-ce que l'inflation qui est beaucoup plus rapide que les salaires. Alors on verra si les salaires suivent, mais pour l'instant, ils ne suivent pas, donc on a quand même un mini-choc sur le pouvoir d'achat. Mais pour absorber ce choc, aux États-Unis et en Europe, aux États-Unis, environ 2 ans de surépargne. En France, c'est peut-être plutôt environ 1 an, mais ça doit permettre d'absorber beaucoup de chocs, y compris un refermement temporaire des économies pour réagir à un nouveau variant. Un élément clé qu'il faut soulever avec vous, Philippe, c'est que la pandémie est une parenthèse dans notre monde en mutation, en transition énergétique et écologique. Cette transition, elle était déjà embryonnaire avant la crise pandémique. Elle s'accélère et donc elle va être une partie intégrante là, des perspectives 2022 et au-delà. Oui, alors peut-être ça a déjà commencé, mais un train peut en cacher un autre. Alors le très gros train de cette conjoncture Covid a un peu masqué toutes les évolutions sous-jacentes, mais j'ai quand même le sentiment que la transition énergétique, au fond, est plus rapide, a commencé plus vite qu'on ne l'a dit, en tous les cas du côté de l'offre. Les autorités publiques, y compris en Chine, et les grandes entreprises du secteur de l'énergie ont été plus sincère, plus rapide qu'on ne le dit souvent en matière de réduction de la production et des investissements sur les énergies fossiles. Et du coup, dans cette phase de reprise très aiguë qu'on vient d'évoquer, il manque de tout. Il manque surtout de charbon. Les Chinois l'ont remplacé par du gaz, mais aussi la capacité de production de gaz a été sans doute un peu freinée. Et il manque du gaz au plan mondial. Ça tombait mal, puisque l'éolien n'a pas été très abondant cet été au Royaume-Uni, par exemple, et les stocks européens, notamment au Royaume-Uni, sont partis d'un niveau très bas au début de l'automne, et quand il a fallu racheter du gaz, il était très cher. Donc, il y a vraiment une transition énergétique qui est assez rapide au niveau des producteurs, et là, ça pose une question disons, de ces 2-3 prochaines années. Il s'agirait maintenant que la transition énergétique de réduction des hydrocarbures et du charbon, elle se produise aussi au niveau de la demande. C'est là que les choses sont un peu en retard. L'offre
est en avance dans la transition et la demande est en retard. Et pour vous, la clé, c'est quoi? Est-ce que c'est le prix, justement, qui fait que la demande, le comportement de la demande va évoluer? Parce que... Oui, le prix peut aider, mais il y a un moment quand même un peu incompressible. Quand il va faire plus froid cet hiver, on aura quand même besoin du gaz. Donc, il faut... l'autre pan, c'est des économies sur le moyen terme d'énergie et en particulier par l'isolation et la moindre consommation dans le transport. L'efficacité énergétique, on ne doit pas oublier dans l'équation de la transition énergétique. Elle a bien commencé du côté de la réduction de l'offre. Il faut immédiatement que l'efficacité énergétique suive. Pour conclure, si on dit un mot des grandes idées directrices d'une stratégie d'allocation d'actifs là, pour la suite, Philippe, qu'est-ce qui guide pour vous une stratégie d'allocation? Pour l'instant, on reste dans une phase de montée des taux d'intérêt, donc ça dépend des pays, mais les taux d'intérêt monétaires vont devenir un petit peu plus attractifs. Il faudra quand même attendre 2-3 ans pour ça. Aux États-Unis, on sera peut-être à 2,5% sur le monétaire dans 3 ans. Et puis, monter des taux d'intérêt sur la partie obligataire, ça veut dire des moins-values pour les véhicules qui sont en valeur de marché. Donc le rendement des véhicules de taux d'intérêt va être négatif ou nul pendant encore plusieurs années, je pense. Du coup, les autres classes d'actifs, certes, qui ont une volatilité très supérieure au monétaire, voire à l'obligataire, que sont les actions et l'immobilier, même si ils ont beaucoup monté, ou l'immobilier s'est beaucoup mieux tenu que prévu pendant cette crise, eh bien, ils continueront, je pense, d'avoir un énorme attrait pour les épargnants, surtout dans une inflation qui redevient un peu plus substantielle. Pour battre les 2% d'inflation avec un produit de taux d'intérêt, ça va être très difficile. Donc, dans une allocation d'actifs, en tous les cas, quand on a un peu le temps devant soi, un horizon de moyen à long terme, il va falloir une bonne dose d'actions et une bonne dose d'immobilier, sans doute. Merci beaucoup Philippe pour votre éclairage sur le schéma macro et quelques grandes idées en matière de stratégie d'allocation d'actifs pour 2022. Philippe Brossard qui était avec nous, chef économiste et directeur de l'investissement socialement responsable d'AG2R La Mondiale.